On y va? Ok. Alors, on était dans le grand 3 sur les espaces pré-hilbertiens. J'avais terminé la dernière fois avec les identités de polarisation. Vous vous rappelez, donc on a un espace vectoriel dans lequel on a introduit, enfin on a défini une forme hermitienne que j'avais notée H. Donc ça c'est le produit hermitien de deux vecteurs de l'espace en question. Et puis on avait vu le lien entre la norme et ce produit hermitien. Donc par définition, la norme d'un vecteur au carré, c'est h de xx. Installez-vous. Alors on avait écrit l'identité, les identités de polarisation. La norme de x plus y au carré. Si vous le calculez, hein, donc vous faites h de x plus y, simplement en développant par linéarité, par sesquilinéarité, on obtient ça. Plus deux fois la partie réelle du produit scalaire, enfin hermitien, entre x et y. Et de là, on va tirer plusieurs choses. Alors, j'avais écrit, je vais revenir là-dessus parce que j'avais écrit juste à la fin du cours, un peu vite, l'inégalité du parallélogramme. Et j'avais fait une erreur, j'avais oublié de mettre le carré. Vous voyez que si vous faites norme de x plus y au carré plus norme de x moins y au carré, il suffit de le faire, hein, vous remplacez y par moins y. Donc, il va y avoir deux fois la norme de x au carré. Norme de moins y, c'est norme de y. Donc, plus deux fois la norme de y au carré. Et puis, si vous changez y en moins y, le produit scalaire de x avec moins y, c'est moins le produit scalaire de x avec y. Donc, ce terme-là, venant de cette norme-là, et le même terme venant de cette norme-là va faire 0. Donc, on a directement ça. Donc, c'est une simple conséquence de l'identité de polarisation qu'on avait écrite. Donc, désolé, la dernière fois, j'ai oublié de mettre les carrés, un peu dans la précipitation. Donc, voilà l'identité du parallélogramme. Et alors, j'avais dit une chose importante, qui est peut-être passée un peu inaperçue, mais c'est une caractérisation des normes hermitiennes. Si on a un produit hermitien comme ceci, on vient de le faire, alors on a, pour la norme associée, la norme hermitienne associée, on a l'identité du parallélogramme. Alors en fait, si on a une norme qui vérifie cette identité-là, on montre assez facilement, il suffit de le faire pratiquement dans l'autre sens, on montre que cette norme est nécessairement associée à un produit hermitien, c'est-à-dire il y a un produit hermitien que vous pouvez définir, d'ailleurs via l'identité de polarisation, une autre, la dernière que j'avais écrite, que je ne réécris pas là. Si vous définissez le produit scalaire comme ceci, eh bien, il est hermitien, et donc ceci est une caractérisation des normes associées à des produits scalaires hermitiens. Bien, alors, je vais reprendre maintenant. Donc, on avait démontré l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On était allé donc jusqu'à cette égalité de parallélogramme, et je crois qu'on en est à un troisièmement espace pré-hilbertien complexe. Alors la définition, tout simplement, qu'est-ce qu'un espace pré-hilbertien ? C'est tout simplement un C espace vectoriel, donc un espace vectoriel sur C, muni d'un produit scalaire hermitien. Donc avec toutes les propriétés qu'on a déjà vues, qu'on a vues aussi
en grande partie en physique quantique. Bien, donc ça c'est la définition. Donc, alors, je voulais simplement rappeler des exemples. On les a déjà donnés, enfin, on a la plupart de ces exemples. L'exemple clé en dimension finie, pardon, petit b, donc exemple, c'est le C espace vectoriel de dimension n, trivial C puissance n, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs ayant pour composante n nombres complexes, hein, ce qu'on appelle les vecteurs colonnes, comme ceci. Donc là, implicitement, vous avez une base canonique qui est la base, donc, la base canonique est donnée par le vecteur E1 qui a un 1 sur la première, à la première ligne, le vecteur E2 qui a un 1 sur la deuxième ligne, etc. Voilà, donc sur cette base canonique, les coefficients ici, les coordonnées de U ou de V sont simplement les composantes de la décomposition de U sur la base en question. Donc en dimension n, alors ce qui est intéressant, c'est que cet espace vectoriel est isomorphe à n'importe quel espace pré-hilbertien de dimension n, précisément via cette décomposition. C'est-à-dire que dès lors que vous avez une base orthogonale, orthonormée même, celle-ci est orthonormée, comme vous voyez, hein, vous prenez le produit scalaire, hein, avec le produit scalaire, pardon, oui, je n'ai pas défini le produit scalaire associé. Le produit scalaire associé, c'est donc H de UV égale somme sur I des UI étoile VI. Avec ce produit scalaire hermitien, vous avez évidemment la base des EI ici qui est orthonormée, mais si maintenant vous prenez un autre espace vectoriel sur C de dimension n, et que vous prenez n'importe quelle base orthonormée, alors, par définition, vous allez pouvoir écrire U comme ceci, et la sesquilinéarité du produit hermitien vous garantit que le produit scalaire s'écrit comme ceci. Et par conséquent, vous pouvez représenter votre vecteur, quel que soit l'espace vectoriel de dimension n, comme un vecteur colonne. Et donc, en fait, tous les espaces vectoriels sur C de dimension n sont isomorphes à celui-là de manière évidente. Hein, donc, vous pouvez les représenter par des vecteurs colonnes dont chacune des lignes sera le coefficient du développement de votre vecteur sur la base en question. Hein. Donc, en fait, il n'y a qu'un seul espace vectoriel de dimension n sur C, c'est C puissance n. C'est ça que ça veut dire. Hein. Disons, il peut y avoir des tas, mais c'est tous les mêmes. C'est-à-dire, vous pouvez les ramener à celui-là simplement en choisissant une base. Hein. Donc, il y a... ça, c'est important. Il y a un isomorphisme entre tous les vecteurs, tous les espaces vectoriels de dimension n. Alors, on va voir que c'est vrai aussi pour tous les espaces vectoriels sur C de dimension quelconque, y compris donc infini, dénombrable. Ça va être le cas des espaces de Hilbert qu'on va voir aujourd'hui. L'idée étant que, justement, grâce à la décomposition sur une base, dès lors que vous avez une base qui vous permet d'écrire les vecteurs de cette façon-là, et alors on va voir comment généraliser ça à la dimension infinie aujourd'hui, à ce moment-là, vous pouvez identifier deux espaces qui ont des contenus en objets différents, mais vous pouvez les identifier en disant que le vecteur d'un certain espace est identifié au vecteur dans l'autre espace dès lors qu'ils ont les mêmes composantes sur une certaine base bien définie. Donc, tous les espaces vectoriels de même dimension sont en fait le même, c'est-à-dire en fait sont isomorphes, mais donc vous pouvez établir une correspondance biunivoque entre les deux. Alors, donc ça c'est le premier exemple. L'autre exemple, je crois que je l'avais donné aussi, c'est l'espace des fonctions continues. Alors je pense que j'ai pris simplement les fonctions continues pour l'instant. Il faudra qu'on définisse un petit peu plus précisément plus tard. Disons qu'on élargisse le domaine des fonctions, mais on verra ça un peu plus tard. Donc les fonctions continues
de l'intervalle AB dans le corps des complexes. Et donc, si vous prenez, donc, voilà, c'est une fonction f qui a x associe f de x. Eh bien, ça, c'est un espace vectoriel, et vous pouvez le munir d'une forme hermitienne qui réalise donc le produit scalaire hermitien entre f et g, deux fonctions quelconques, définies comme ceci: somme de a à b de f étoile de x, g de x, dx. Donc ça, c'est un produit scalaire en bonne et due forme, c'est-à-dire qu'il vérifie toutes les propriétés qui vont bien. H de gf, ce sera h de fg étoile. Hein, si vous intervertissez les vecteurs ici, bah, le f, c'est comme si vous preniez l'étoile de ça. Hein, f étoile étoile, c'est f, et puis g étoile, c'est g étoile, etc., etc. Donc ça, c'est un bon produit scalaire associé à ce qu'on appelle la norme quadratique. Hein, si vous regardez la norme d'un vecteur quelconque, alors vecteur ici dans cet espace de fonction, vecteur veut dire fonction en fait. Hein. Donc la norme d'une fonction, la norme d'un vecteur de cet espace de fonction, f, c'est simplement la somme de a à b de module de f au carré dx. Hein, puisque f étoile, hein, ce serait f étoile fois f, c'est-à-dire c'est exactement le module de f au carré. Donc voilà la norme associée, on l'appelle la norme quadratique, hein, parce qu'il y a ici ah, c'est la norme au carré, à chaque fois je l'oublie, merci. Rappelez-le-moi bien à chaque fois qu'on ne laisse pas trop de bêtises traîner, mais c'est la norme au carré, effectivement. Merci. Bien. Alors, donc, là, donc c'est là qu'intervient une subtilité, c'est que vous pouvez avoir deux fonctions qui sont différentes, mais qui ont la même norme si l'intégrale ici est la même. Alors c'est ça qui va nous amener à relâcher un petit peu la notion de fonction, c'est-à-dire que, quand on s'intéresse aux fonctions continues, c'est plus facile, puisqu'à ce moment-là, si vous avez f-g qui vaut 0, f-g au carré, donc c'est la somme de f de x moins g de x de a à b. Si ça, c'est égal à 0, hein, si norme est égale à 0, alors là, vous avez une somme de nombres qui sont tous positifs ou nuls. Donc, pour que ce soit 0, il faut que f de x égale g de x pour tous les x, pour des fonctions continues. Et donc, ça implique que f égale g, ce qui est ce qu'on demande, hein, puisque, ou si vous voulez que la fonction f moins g appliquée à x soit égale à 0, quel que soit x. Hein. C'est-à-dire qu'on a bien la fonction nulle. On a besoin de ça pour que ceci soit une norme. Hein, pour vous rappeler qu'une bonne norme, la norme d'un vecteur est nulle que si le vecteur est nul. Hein. Donc là, ça fonctionne. Par contre, on va avoir envie et besoin, et on va voir que c'est utile, d'étendre cette définition, d'étendre l'espace des fonctions à des fonctions qui ne sont pas nécessairement continues, auquel cas, on pourrait avoir ici, pour des fonctions non continues, on pourrait avoir ici des fonctions qui diffèrent, mettons, en un seul point, et donc l'intégrale sera la même quand même, et donc, si vous voulez, cette intégrale sera nulle, pourtant ce ne seront pas les mêmes fonctions, puisqu'il y aura par exemple un seul point où elles ne sont pas égales. Hein, donc si on relâche la propriété, l'exigence qu'on ait des fonctions continues, alors il va falloir identifier toutes les fonctions qui sont égales, sauf, alors c'est une notion qu'on verra un peu plus tard, qui sont égales presque partout, c'est-à-dire égales sauf sur un ensemble de points de mesure nulle, mais je n'ai pas encore défini ça. Mais bon, je vous le cite pour mémoire. On va définir les intégrales de Lebesgue très rapidement, de façon à pouvoir travailler avec des espaces de fonctions qui ne sont pas nécessairement continus. Parce que il y a énormément de fonctions non continues qui vont être utiles, en particulier en physique quantique. Hein, tout ça, essentiellement, ça sert le cours qu'on fera en physique quantique. Vous connaissez déjà des fonctions très particulières, d'ailleurs, qui ne sont pas des fonctions, on appelle ça des distributions. Si on veut être rigoureux, on va faire la théorie des distributions, mais vous vous souvenez par exemple
d'avoir rencontré, j'imagine, la fonction de Dirac, hein, qui vaut 0 partout, sauf en 0 où elle vaudrait l'infini. Enfin, c'est une limite de fonction qui a l'air de dire ça. Enfin, on va donner un sens précis à ça. Mais vous voyez qu'on... et ça, ce sont des fonctions qu'on manipule beaucoup en physique, pas que en physique quantique. Et donc, il va être très important d'étendre la notion d'intégrale à des fonctions qui ne sont pas nécessairement continues, y compris à des fonctions qui ne sont pas des fonctions au sens ordinaire, mais ce qu'on appelle des distributions. Je vous le note déjà pour mémoire. Voilà. Donc, cette intégrale, ce produit scalaire-là, dans un espace de fonctions étendu, reste un bon produit hermitien avec une bonne norme hermitienne, à condition d'identifier toutes les fonctions qui sont égales presque partout, c'est-à-dire qui ne diffèrent que dans un ensemble petit de points, et je préciserai ce que veut dire petit. Bien, alors le dernier point, je vais pas me rétendre là-dessus, puisqu'on a beaucoup discuté dans le cours de physique quantique, c'est que dès lors qu'on a un produit hermitien, on a une notion d'orthogonalité. Si h de x et y égale 0, on dit que donc x est orthogonal à y. Voilà. Bon, je ne reviens pas là-dessus, on peut définir des ensembles orthogonaux, etc. Alors oui, je vais peut-être quand même noter un certain nombre de propriétés générales, sans les démontrer. Les démonstrations de tout ce que je dis là, dans le cas complexe, fonctionnent de la même façon que dans le cas réel. Alors en particulier, si vous avez A inclus dans B, vous avez l'orthogonale de B qui est inclus dans l'orthogonale de A. Il suffit vraiment de l'écrire, enfin, c'est totalement trivial. Alors, on définit aussi donc l'orthogonale de A. Donc c'est alors A est un. Ça, pardon, ce sont des ensembles. Hein, c'est pas un vecteur. Hein, je mets une majuscule ici. Enfin, le signe inclus dit que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B, alors l'orthogonale de B est inclus dans l'orthogonale de A. Si vous avez un ensemble A, l'orthogonale de A, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de A, c'est aussi l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par A. C'est-à-dire que si vous êtes orthogonal à un certain nombre de vecteurs, vous êtes orthogonal, bien évidemment, à toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs-là. Puisque le produit scalaire avec une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des produits scalaires. Donc il suffit d'être orthogonal avec quelques vecteurs et vous êtes orthogonal à toutes les combinaisons linéaires. Oui ? Si on a une base orthogonale et qu'on est perpendiculaire à un vecteur dans cette base, comment on peut être... Ah, non. Si on est orthogonal qu'à un vecteur, on n'est pas forcément orthogonal aux autres, bien sûr. Mais si vous avez... si l'ensemble A, c'est un ensemble de vecteurs, disons EI de I égale 1 à N, si vous savez que X est orthogonal à chacun des EI, pour I égale 1 à N, alors X est aussi orthogonal à n'importe quelle combinaison linéaire des EI. Hein, si ça est égal à 0, pardon. D'accord. Donc si on est orthogonal à des vecteurs, on est orthogonal à tout l'espace engendré par ces vecteurs. Que les vecteurs en question forment une base ou pas, hein, peu importe. Hein. Donc enfin, la propriété, c'est celle-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre qui sera un petit peu utile ? Ah oui, si A, je vais le mettre là. Donc si A est une partie de l'espace vectoriel en question, E, alors l'orthogonale de A est un sous-espace vectoriel de E. Pour la même raison, c'est-à-dire que l'ensemble des vecteurs orthogonaux à A
forme un sous-espace vectoriel, puisque si vous en faites des combinaisons linéaires quelconques, le produit scalaire de cette combinaison linéaire avec A sera juste la combinaison linéaire du produit scalaire avec A, c'est-à-dire avec les éléments de A, je veux dire. Hein, donc forcément, A orthogonal, quel que soit A, que A soit un sous-espace vectoriel ou non, A orthogonal est un sous-espace vectoriel. C'est-à-dire vous combinez des éléments de A orthogonal, ça reste dans A orthogonal. Donc ça c'est intéressant. Donc si vous prenez un seul vecteur, par exemple, un vecteur n'est pas à lui seul un espace vectoriel, bien sûr, mais l'ensemble des vecteurs orthogonaux à ce vecteur est un sous-espace vectoriel. De façon évidente, hein. Encore une fois, il suffit de l'écrire. Enfin, je l'ai dit oralement, vous l'écrivez, vous verrez de la même façon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah, oui, si je vais quand même changer de tableau, alors. Je vais me mettre là. Donc, quel que soit f, donc je prends un sous-ensemble de E, enfin un sous-espace vectoriel, c'est pour ça que je note f comme ça, pardon. Donc, quel que soit f, sous-espace vectoriel de E, alors f est inclus dans f orthogonal. Alors, en dimension finie, l'orthogonal de l'orthogonal, c'est l'espace lui-même. En dimension infinie, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est inclus dedans. Et il y a des contre-exemples. Je peux vous donner un contre-exemple si vous voulez. Je ne vais pas perdre trop de temps. Il peut y avoir, il peut y avoir des éléments qui sont dans l'orthogonal de l'orthogonal, mais qui n'étaient pas dans l'ensemble initial. Même si on part d'un sous-espace vectoriel. Enfin, en dimension finie, c'est égal. Très bien. Bon, je crois que c'est tout ce que je voulais dire là. J'avais 2-3 petites autres choses, mais je ne veux pas perdre trop de temps, parce qu'on a quand même beaucoup de retard. Alors, petit, je sais pas quoi. Il n'y a pas eu de petit a ni de petit b, donc on ne va pas faire de petit c. Petit rien. Donc, on appelle... Bon, c'est peut-être même pas la peine. Le problème, c'est que j'ai fait des choses déjà dans le cours de physique quantique. Je veux être un peu complet quand même dans ce cours de maths, mais... Donc, on appelle famille orthogonale un ensemble de vecteurs xi tel que... pour i dans i, tel que h de xi, xj égale 0 si i différent de j, et on l'a dit orthonormé. Si h de xi, xj égale delta ij. Bien. Alors, le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore nous dit une chose très simple, c'est que si U est orthogonal à V, alors la norme de U plus V au carré est égale à la norme de U au carré plus la norme de V au carré. Alors ça, c'est très important. Enfin, vous êtes familier évidemment de ce théorème-là. Ce qui est important, c'est que ça, c'est vrai, quel que soit l'espace vectoriel, hein, c'est-à-dire quelle que soit la nature des vecteurs, y compris en dimension infinie. Hein, on sait tous calculer le théorème de Pythagore avec le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Mais cette propriété, qui se trouve est en fait vraiment utile, est vraie, quel que soit l'espace en question. Si vous avez deux vecteurs qui sont orthogonaux l'un à l'autre,
alors la norme de leur somme au carré est égale à la somme de leur norme au carré. Et ça, j'espère que c'est encore écrit au tableau. Oui, voilà, la ligne juste au-dessus de la ligne encadrée ici, hein, enfin je la réécris là. L'identité de polarisation nous a montré qu'on avait ça. Plus 2 fois la partie réelle de H de UV. Ceci est complètement général. Par conséquent, c'est complètement trivial. Si U et V sont orthogonaux, par définition, H de U et V est égal à 0. Et donc ce terme dégage. Et donc on a Pythagore. Hein. Donc c'est complètement basique. Et donc ce sera valable, quel que soit l'espace vectoriel, quel que soit l'espace et quel que soit le produit scalaire hermitien qu'on définit dessus. Le théorème de Pythagore est toujours vrai. Ça va être très important pour ce qui vient. Alors, par récurrence, bien sûr, on peut généraliser ça. Si vous avez une famille de vecteurs, donc je vais écrire ça par récurrence. Si vous avez une famille de vecteurs UI indexés par un ensemble fini, vous avez bien sûr la norme des sommes des UI au carré qui est égale à la somme des normes au carré. D'accord ? Enfin, on va dire de 1 à n, ce sera plus simple. Somme de i égale 1 à n, voilà. Donc si vous avez un espace à plusieurs dimensions, la norme d'une somme de vecteurs orthogonaux est toujours égale à la somme des la norme au carré, la norme au carré d'une somme de vecteurs orthogonaux est égale à la somme des normes au carré de chacun des vecteurs. Bien. Alors, la projection orthogonale maintenant. Alors, on a déjà commenté dans le cours de physique quantique lundi la projection orthogonale d'un vecteur sur un espace, sur un sous-espace. Ah oui, alors bon, c'est un petit, je sais pas quoi. Allez, tant pis, c'est projection orthogonale. Oui. Ah, pardon. Comme ça? Ouais. Projection orthogonale. Donc, ça c'est très très important. Donc, vous avez un espace pré-hilbertien. Hein, donc un C espace vectoriel muni d'un produit scalaire hermitien. Et puis, donc lui, il est de dimension quelconque. Et puis, vous avez un sous-espace vectoriel, F, sous-espace vectoriel de E. Et lui, il est de dimension finie. Donc vous avez un espace vectoriel quelconque, éventuellement très très grand, et vous avez un sous-espace vectoriel de dimension finie. Alors, on va définir la projection orthogonale de n'importe quel vecteur sur F de la façon suivante. Donc, quel que soit X dans E, un vecteur quelconque de votre espace vectoriel, on définit le projeté orthogonal comme l'unique vecteur qui vérifie ceci. Donc, il existe un unique vecteur que je vais noter X indice F. Donc, c'est le projeté orthogonal de X sur F tel que X moins XF soit dans l'orthogonale de F. D'accord ? Soit orthogonal à F, si vous voulez. Alors, je vais refaire le petit dessin géométrique. Donc, voilà, par exemple, un sous-espace vectoriel.
alors dans l'espace vectoriel des vecteurs géométriques, ce serait un plan. Vous avez un certain vecteur ici, x. Eh bien, sa projection orthogonale sur f va être le vecteur xf. Voilà. Donc il existe un unique, pour chaque x, il existe un unique vecteur xf, tel que x moins xf, qui est ici, je vais mettre en bleu. Évidemment, si là vous avez xf, là vous avez x moins xf. X moins xf est orthogonal à f. Alors là, c'est une représentation géométrique dans un espace à 3D, mais ceci est vrai pour des vecteurs qui peuvent être des fonctions avec n'importe quelle notion de vecteur et n'importe quelle notion de produit scalaire, et même en dimension infinie, il existe un unique vecteur qui vérifie ceci. Et en plus, ce vecteur, alors en outre, ce vecteur xf est celui qui réalise la plus petite distance entre x et l'espace f, c'est-à-dire en outre, quel que soit, je vais appeler ça y dans f, la distance entre norme de x moins xf, donc ça c'est la distance entre x et xf, est plus petit que la distance entre x et n'importe quel autre vecteur de f. Donc quel que soit y dans f, ça c'est la distance entre x et xf. Je vous rappelle qu'on avait défini, dès lors qu'on a une norme, on peut définir une distance, comme étant simplement la norme de la différence entre les deux. Et ça, c'est la distance entre x et y. C'est-à-dire que, voilà x, eh bien la distance de ce point-là, enfin, si on prend l'analogie géométrique pour essayer de voir ce que ça veut dire, vous voyez que si vous prenez la distance entre ce point-là et n'importe quel point de votre sous-espace vectoriel, ça va être plus grand que la distance à ce point-là. Donc le projeté orthogonal, c'est celui qui réalise la plus courte distance. Géométriquement, c'est trivial, ça se voit, notre intuition géométrique nous le montre. En pratique, ceci est vrai pour n'importe quel espace vectoriel, y compris de dimension infinie. Donc ça, c'est intéressant à noter, parce qu'on va travailler beaucoup avec des projecteurs, avec des projections orthogonales. Donc voilà, je vous note ceci. Alors, il y a une propriété générale sur les projecteurs. Oui. XF, il appartient à F. Ah oui, pardon. Il existe un seul XF dans F. Oui. Enfin, je l'ai noté comme ça, F. Voilà. Oui. Donc, c'est le projeté orthogonal de X sur XF. Donc, c'est un vecteur de XF, de F, pardon, de projeté orthogonal de X sur F. C'est un vecteur de F qui vérifie ces deux caractérisations-là, qui sont équivalentes en l'occurrence. Ah, ça se démontre très facilement, ça, hein, que, enfin, il suffit, enfin, par exemple, avec le théorème de Pythagore, là, nous dit que si vous prenez, le théorème de Pythagore nous dit quoi là-dessus? Il nous dit que norme de x au carré est égale à norme de xf au carré plus norme de x moins xf au carré. D'accord? Et là, et maintenant, si vous prenez un autre vecteur ici, pas le projeté orthogonal, eh bien, ça au carré plus ça au carré, ça va être plus grand que ça au carré plus ça au carré. Vous aurez le terme en plus, le 2 fois partie réelle, etc. Bref.
fin de la parenthèse. Alors, je voulais dire quoi maintenant? Encore une dernière propriété, oui. Juste pour caractériser ce que c'est qu'un projecteur. Donc, si P... Alors, tiens, je vais introduire une nouvelle notation. Appartient à L de E. Ça, c'est l'espace des fonctions linéaires de E dans E. Donc des endomorphismes, ça vous parle? D'accord? Donc ce sont des fonctions linéaires. Alors P est dit projecteur. Donc P est un projecteur si P rond P égale P. D'accord? À nouveau, géométriquement, c'est trivial. Une fois que vous avez projeté X sur XF, eh bien, si vous reprojetez le produit de la projection, maintenant, si vous projetez XF sur XF, vous allez obtenir XF puisqu'il y est déjà dans F. D'accord? Donc, le projeté du projeté, c'est déjà le premier projeté. Donc ça. Et alors, on a un projecteur orthogonal si l'image de P est orthogonale au kerr de P. Vous connaissez tous le noyau. Le noyau d'une application linéaire, c'est l'ensemble des vecteurs qui ont pour image 0. Donc P. Donc l'ensemble des vecteurs, vous le voyez à nouveau ici, l'ensemble des vecteurs qui vont se projeter sur le vecteur nul dans F, c'est l'ensemble des vecteurs orthogonaux. C'est ça, c'est l'ensemble des vecteurs orthogonaux à F. Ceux-là vont se projeter en 0. D'accord? Et donc, par contre, l'image du projecteur, c'est le sous-espace lui-même, en l'occurrence. Enfin, dans cet exemple. OK? Bon, voilà, ça caractérise donc les projecteurs orthogonaux. Bon, j'en dis pas plus. Alors, on va passer au cas de la dimension finie. On va voir les bonnes choses bien agréables. Et après, on va travailler en dimension infinie. Et on va essayer de retrouver les mêmes choses bien agréables. Ce qui va nous fournir la base des espaces de Hilbert. Alors, donc j'appelle ça cinquièmement cas de la dimension finie. Et premièrement, base orthonormée. Alors, le théorème fondateur de tout ça, c'est que tout espace vectoriel, donc tout espace pré-hilbertien, de dimension finie, ce qu'on appelle un espace hermitien. Donc c'est l'équivalent de l'espace euclidien pour des espaces vectoriels sur C. Donc tout espace hermitien qui n'est pas réduit à 0, donc il y a toujours on oublie toujours cette petite particularité. Admet une base orthonormale. Admet une base orthogonale de vecteurs normés. Oui? Ah ouais. C'était là? Non. Si, c'est là, je crois. Non, c'est pas là. Voilà. C'est là? Non plus. Là? Non plus.
Oui. Admet une base orthonormée. Bon, donc, dans tout espace vectoriel de dimension finie, vous pouvez trouver une base orthonormée. Donc, j'ai déjà commenté la dernière fois le procédé de Gram-Schmidt. Hein, donc, vous partez d'une base génératrice, enfin, d'un ensemble de vecteurs générateurs, ou d'un ensemble, pardon, vous partez d'un ensemble de vecteurs libres, et puis vous l'orthonormalisez, puis après vous pouvez ajouter des vecteurs jusqu'à le compléter en une base complète. Donc il n'y a aucune difficulté, justement en se servant de la projection orthogonale. Hein. Si vous avez deux vecteurs qui ne sont pas orthogonaux, vous projetez l'un sur l'autre, et la différence des deux, le x moins xf, maintenant il est orthogonal au xf. Hein, voilà, donc c'est ça le principe. Bien. Alors, le développement d'un vecteur, je suis désolé de rappeler que des choses triviales, mais surtout qu'on l'a déjà fait en mécanique quantique, mais je veux bien réécrire tout ça pour qu'on voit comment ça se transpose en dimension infinie. Donc, petit b, développement d'un vecteur. Donc, quel que soit x dans l'espace vectoriel, il existe un ensemble de coordonnées x1, xn, tel que x égale somme sur i dxi ei, où ei est la base. Et la caractérisation, oui. Pardon, c'est sur ce qu'il y a vraiment, mais est-ce que vous pouvez expliquer rapidement pourquoi le projecteur il est orthogonal si l'image de P elle est orthogonale au quart de P? Parce que, en fait, comment vous définissez un projecteur? Parce qu'on peut avoir un projecteur orthogonal, on peut avoir un projecteur qui ne soit pas orthogonal. Imaginez que vous ayez une décomposition de E, l'espace, en une somme directe f plus g. Vous vous souvenez ce que c'est qu'une somme directe? Ça veut dire que, quel que soit x dans E, il existe un unique couple x', enfin, ou xf et xg, si vous voulez, tel que xf soit dans f et xg soit dans g, avec x qui s'écrit xf plus xg. D'accord, hein? Chaque vecteur peut être vu comme un vecteur de l'un plus un vecteur de l'autre. C'est ça que ça veut dire ici, cette somme directe. La projection orthogonale de x, la projection de x sur f parallèlement à g, c'est xf. La projection de x sur g parallèlement à f, c'est xg. Donc vous prenez dans la partie complémentaire. D'accord? Enfin, ça s'appelle un supplémentaire, ça, en fait. Hein. C'est pas juste... un sous-espace vectoriel supplémentaire, donc, qui réalise la somme directe. Alors, donc, la projection de x sur f parallèlement à g, c'est xf, ici. Maintenant, on dit que c'est une projection orthogonale, et ça vérifie déjà P rond P égale P. Hein. On dit qu'elle est orthogonale si ces deux sous-espaces sont orthogonaux. Là, ils ne le sont pas nécessairement. Hein. Par exemple, ce vecteur, voilà. Donc dans le plan, ce sous-espace vectoriel-là et celui-là sont... Voilà. Mais on peut faire une projection parallèlement à l'autre. D'accord. Donc maintenant, le truc, c'est que l'image de f... l'image du projeté ici, c'est f, et le ker, c'est g. Tous les points qui sont déjà dans, tous les x qui sont déjà dans g, s'écrivent 0 plus xg. Donc la projection orthogonale de x sur f parallèlement à g, pour tous les points de g, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le contraire? Si.
si X appartient à F, alors le projecteur de X sur F parallèlement à G, c'est XF. Enfin, c'est X. Et maintenant, si X est dans G, alors la projection de X sur F parallèlement à G, c'est 0. D'accord? Voilà. Donc l'image du projecteur, c'est ça, et le Ker, c'est ça. Et donc ça, c'est juste le cas où, en fait, ils sont orthogonaux. D'accord? Bien. OK. Donc le développement... Je vais effacer là, si vous voulez bien. Le développement des vecteurs est comme ceci. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et le point clé qu'on a revu aussi en physique quantique, c'est que ce xi, c'est pas n'importe quoi. Ce xi, c'est précisément le produit scalaire entre EI et x. D'accord? Hein, ce qui permet d'écrire que x, c'est la somme sur i des h des EIX EI. Hein, vous vous rappelez, dans l'écriture avec les quêtes et les bras, on avait écrit comme ça, x égale somme sur i des EIX EI. Hein, et puis en intervertissant l'ordre, on avait vu qu'en fait la somme sur i des quêtes bras EI était égale à l'identité. Juste pour vous rappeler l'idée. Hein. Donc le développement d'un vecteur sur une base se fait avec comme coefficient les produits scalaires, ce qui est tout à fait classique. Dans les espaces vectoriels réels, vous avez l'habitude, et dans les espaces complexes, pour la même raison, enfin, il suffit d'écrire ce produit scalaire pour voir que c'est bien ça. Oui, et donc de la même façon, le produit scalaire de deux vecteurs, somme sur i des xiei et somme sur j des yj ej. Donc ça, c'est le produit scalaire de x et de y, avec les développements évidents. Et donc ça fait somme sur i des xi étoiles, somme sur i et j, voilà, h de ei et j. Et donc si vous avez une base orthonormée, ceci c'est delta ij, et par conséquent, vous avez somme sur i des xi étoiles y. Donc, vous voyez que on retrouve exactement ce que j'ai écrit, je ne sais pas si c'est encore au tableau, dans l'exemple où l'espace était c puissance n, on avait exactement ces formules-là. Je vous ai dit que c'est le cas pour... Enfin, on a les mêmes formules, quel que soit l'espace vectoriel de dimension finie n. Il suffit de prendre de considérer les coefficients de développement sur la base. Donc là, c'est exactement, j'ai écrit ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc tous les espaces vectoriels de dimension n vont avoir la même structure et on va calculer... Alors c'est ça qui est agréable et c'est ça qu'on va vouloir conserver en dimension infinie. On voudrait conserver ça, que chaque vecteur s'écrit comme la combinaison linéaire de leur produit scalaire sur chaque vecteur fois le vecteur, que le produit scalaire s'écrit comme la somme de leurs coefficients comme ça, hein, donc le produit du bras par le ket, et au passage, petit d, la norme. Ce qui est très agréable, c'est que si vous calculez la norme de x au carré, eh bien c'est simplement la somme sur i des xi étoiles xi, c'est-à-dire la somme sur i des modules de h de EIX au carré. D'accord? Ça, je peux encore l'écrire. Égale somme sur i. Vous voyez que ça, c'est la somme sur i des h de xei h des EIY. Vous le voyez, ça?
H de xi, c'est H de eix étoile, et donc c'est bien xi étoile, et ça, c'est yi étoile. Et là, vous retrouvez à nouveau, si on écrit ça en version bracket comme en physique quantique, vous voyez que le produit scalaire, je vais le mettre là, le produit scalaire xy est égal à la somme sur i des xi EI, où vous retrouvez que somme sur i des EI, c'est l'identité. OK? Alors, et dernier point, la projection orthogonale, petit d, petite e. Oui. Là, dans le produit scalaire, Ça? la somme des xi, ça donne directement un vecteur, c'est juste la Oui. Ah, ça? Non, entre la première et la deuxième. De là à là? Non, plus haut. De là à là? Oui, ça vient du fait que c'est linéaire par rapport aux yi, deuxième variable, et c'est semi-linéaire par rapport à la première variable. D'accord? Donc là, imaginez que vous ayez juste un nombre là. Ça va faire h de ce nombre, ça va faire la somme des yj fois h de ce nombre et de ej. Je vais le faire en deux lignes si vous voulez. Je le fais là en deux lignes. H de x et de somme sur j des yj ej. Ça, c'est égal à somme sur j des yj h des xj. OK? Ça, c'est la linéarité. Et maintenant, j'ai h de x et de ej qui est en fait égal à la somme à h de la somme sur i des xi ej. Et là, c'est semi-linéaire ici. Si c'était linéaire, ça ferait somme sur i des xi h des ei ej. Comme c'est semi-linéaire, en fait, c'est ça. D'accord? Donc j'ai exploité la linéarité à droite, la semi-linéarité à gauche, et donc on obtient ça. Et ensuite, en disant que ça, c'est delta ij, ça ne laisse dans la somme que les termes où i égale j, c'est-à-dire ça. D'accord? Donc ça, c'est important de bien voir ça. C'est pour ça que, en fait, la sesquilinéarité de la forme hermitienne garantit que le produit scalaire, dès lors que vous avez pris les composantes sur une base, le produit scalaire, il s'écrira toujours comme ça. Donc il n'y en a pas d'autre, en fait. Il n'y a qu'un seul produit scalaire dans tout l'univers, quoi. Dès lors que vous avez un espace vectoriel sur C de dimension n, premier théorème, ici, il existe une base orthonormée à tous les coups, enfin il y en a une infinité d'ailleurs, mais il y en a au moins une, puis après vous pouvez faire des transformations orthogonales, ça restera des bases orthonormées. Donc il existe une base orthonormée, dès lors que vous en avez une, vous pouvez représenter chaque vecteur de l'espace par ses coordonnées sur la base en question, comme ceci. Chaque vecteur est la combinaison linéaire des vecteurs de base, avec comme coordonnées ici, justement le produit hermitien. Et du coup, chaque vecteur est représenté par ses coordonnées, et le produit scalaire des deux vecteurs s'écrit toujours comme le produit scalaire, le même que celui, enfin hermitien, que celui qu'on a dans C puissance n. Donc, en fait, si vous êtes dans un espace vectoriel de dimension n, ce sera toujours comme ça, d'accord, avec les coordonnées. En développant sur une base, c'est comme si vous étiez dans C puissance n. Donc, c'est pour ça que quand je dis il n'y a qu'un seul espace vectoriel en fait de dimension n, c'est ça que je veux dire par là. Il peut y avoir plein de formes différentes avec des vecteurs, de temps en temps des fonctions, de temps en temps des directions dans l'espace, de temps en temps autre chose. On verra des cas, on verra un cas avec le spin, etc. en physique quantique. Enfin, on verra des milliers de cas.
Mais à chaque fois, si vous êtes de dimension n, c'est comme si c'était C puissance n en fait. Une fois que vous avez identifié une base, l'espace vectoriel de dimension n est toujours isomorphe à C puissance n. Et on va voir que c'est pareil aussi pour la dimension infinie. Dès lors que vous avez un espace vectoriel de dimension infinie dénombrable, on va définir ça tout de suite, c'est un espace de Hilbert séparable, eh bien en fait il n'y en a qu'un. Enfin, ils sont tous isomorphes les uns aux autres. Et donc ça va être très pratique parce qu'il suffit... Et en plus, on va essayer de récupérer des formulations comme ceci. C'est-à-dire que étendre cette somme-là, qui ici est toujours une somme de 1 à n, hein, et là c'est très simple, ça c'est l'algèbre linéaire triviale que vous connaissez, enfin vous l'avez vu dans R, mais dans C vous voyez qu'il n'y a aucune difficulté. Il va falloir étendre ça au cas où la somme ici est infinie pour pouvoir traiter les espaces vectoriels de dimension infinie comme ça, avec les choses bien pratiques ici, quoi. Et c'est ça tout l'enjeu des espaces de Hilbert, et je vous donne le résultat, on peut le faire, et donc on va le faire. Voilà. Alors, du coup, j'avais commencé projeté orthogonal ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc si E1, E2, EK est une base de F sous espace vectoriel de E. D'accord. Alors, le projeté orthogonal de X, donc quel que soit X dans E, le projeté orthogonal de X sur F, je le note comme ça, c'est simplement la somme de J égale 1 à K de H de EJ X EJ. D'accord? C'est-à-dire que si vous voulez projeter, donc vous êtes dans un espace dimension finie, oui, vous prenez un sous-espace, donc je refais le dessin. Le sous-espace, mettons que c'est F, et l'espace complet, c'est l'espace 3D. Donc le sous-espace, c'est ce plan-là. Vous prenez une base de l'espace complet, E1, E2, E3. E1 et E2 sont dans F. Eh bien, le projeté orthogonal d'un vecteur quelconque, eh bien, vous faites le projeté orthogonal sur E1, plus le projeté orthogonal sur E2, et ça vous donne le projeté orthogonal sur F. C'est-à-dire que dans le développement en composante de votre vecteur, vous ne gardez que le développement sur les vecteurs de la base de F. D'accord ? Alors ça c'est pratique si vous pouvez prendre une base de l'espace global qui est une base de F plus complétée par des choses pour les dimensions qui ne sont pas dans F. À ce moment-là, le projeté orthogonal, c'est juste la combinaison des projections sur chacun des vecteurs de base de F fois le vecteur en question. D'accord ? Donc, c'est comme si vous gardez dans le développement que la partie qui concerne les vecteurs qui sont dans F. Donc voilà le projeté orthogonal. Alors maintenant, on va écrire l'inégalité de Bessel, et c'est ça qui va nous conduire aux espaces de Hilbert. Alors, sixièmement, là on était dans le cas de la dimension finie. Je sors maintenant de la dimension finie. Je suis souligné en vert, ça c'est très important. Alors, je considère une famille orthonormée dénombrable, donc infinie dénombrable. Que je vais noter donc EI
pour I appartient à N, appartenant à N. Je vais prendre N étoiles, je vais commencer à E1, il n'y a pas de E0, il y a E1, E2, E3, N, jusqu'à l'infini, d'accord? Alors, j'ai X dans mon espace pré-hilbertien. Je vais définir, donc on définit X indice P projeté orthogonal de X sur le sous-espace vectoriel que je vais noter V indice P. Alors regardez bien comment je définis l'espace V indice P. Je dis que c'est l'espace vectoriel engendré par les EI pour I égale 1 à P. Vous voyez ce que je fais là? J'ai une collection de vecteurs qui forment une famille orthonormée, E1, E2, N, jusqu'à l'infini, dénombrables, donc discrètes, je peux l'indexer par N. Et ces vecteurs, je les prends dans l'ordre, donc E1, E2, EP, En, etc. Et j'appelle VP l'espace vectoriel engendré par les P premiers. D'accord? Donc VP, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des E1, E2, EP. Hein? Donc VP, c'est l'ensemble des sommes de I égale 1 à P des alpha I EI pour n'importe quel nombre alpha I dans C. D'accord? Enfin, c'est une écriture qui n'est pas très normalisée, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est l'espace vectoriel engendré par les P premiers vecteurs de ma famille. Donc, toutes les combinaisons linéaires de ces P premiers vecteurs. Ça me forme un certain espace, qui est un espace vectoriel, puisque ça contient toutes les combinaisons linéaires. Je l'appelle VP, espace vectoriel engendré par les P premiers vecteurs de la famille. Et je définis pour chaque X dans l'espace, je définis son projeté orthogonal sur ce sous-espace. Donc XP, en fait, ce n'est rien d'autre que la somme de I égale 1 à P des H de EI X EI. Vous voyez ça? Enfin, c'est exactement ce que j'ai dit avant. Hein. Le projeté orthogonal d'un vecteur, enfin, oui, ça, c'est exactement ça, d'accord? Avec ici P égale K. Hein. Donc, l'espace vectoriel engendré par les P premiers vecteurs est un espace vectoriel de dimension finie. Je peux réaliser je peux définir ce nombre XP, et vous voyez que ce nombre est bien le projeté orthogonal de X sur XP. Est-ce que vous voyez que ça, c'est le projeté orthogonal? En fait, il suffit d'appliquer la définition que j'ai rappelée tout à l'heure. J'ai dit que le projeté orthogonal de X sur un espace, c'est l'unique vecteur tel que X moins son projeté orthogonal est orthogonal à l'espace en question. Donc, en fait, il suffit de vérifier que H de X, pardon, de EK et de X moins XP égale 0, quel que soit K,
de 1 à P. D'accord? X moins XP est bien orthogonal à VP. Ça, c'est-à-dire X moins XP est orthogonal à VP. Si j'ai ça, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la définition du projeté orthogonal. Si j'ai X moins XP qui est orthogonal à VP, alors XP, c'est bien le projeté orthogonal de X sur VP. Hein. Je vous rappelle le petit dessin. Si vous avez X, le projeté XP, eh bien le X moins XP ici, et ça c'est VP, X moins XP est orthogonal à l'espace. Eh bien ça, il suffit de l'écrire. Si vous écrivez ça, ça va vous faire H de EKX moins H de EKXP par linéarité, et H de EKXP, oui, yes, H de EKXP, sachant que XP c'est ça, et bien par linéarité, ça c'est H, c'est la somme de I égale 1 à P de H de EK EI fois H de EIX. D'accord? Hein, j'ai simplement développé ça là-bas. Je vais le faire comme ça sera peut-être encore plus simple à voir. Oui, EKEI. OK? Mais ça, c'est delta KI. Je peux remonter un peu? Sinon, je vais me casser le dos. Et donc ça, ce n'est pas nul que si K égale I. Et donc tout ça, c'est H de EKX. Et donc j'ai H de EKX moins H de EKX, ça fait 0. Donc je viens de montrer qu'effectivement, le nombre défini comme cette combinaison linéaire des P premiers vecteurs est bien le projeté orthogonal de X sur l'espace VP, puisque ce nombre est orthogonal à tous les vecteurs de base de l'espace, donc à tout l'espace. OK? Bien. Il faut qu'on avance. OK, alors j'ai défini XP comme ceci. Maintenant, ce que je vais montrer, c'est que du coup, la norme... Donc on va écrire Pythagore en fait. La norme de X, c'est la norme de X moins XP plus au carré, pardon, plus la norme de XP au carré. OK? Puisque on vient de voir que X moins XP était orthogonal à XP, ce qu'on vient de démontrer là, enfin, puisque ça c'est le projeté orthogonal, d'accord? Donc, x, c'est x moins xp plus xp, mais comme les deux vecteurs sont orthogonaux, ben, Pythagore nous dit ça. Du coup, vous êtes bien d'accord que la norme de xp au carré est inférieure à la norme de x au carré. Puisque il faut lui ajouter quelque chose qui est forcément au moins, enfin, qui n'est pas négatif, au moins 0. Donc on a norme de xp au carré qui est plus petit que norme de xp au carré, c'est-à-dire la norme de xp qui est plus petite que la norme de x. Mais maintenant, que vaut la norme de xp en vrai? C'est facile puisque là on a une combinaison linéaire finie. Ah. Non, non, je l'ai perdu.
Que vaut la norme de XP? Enfin, la norme de XP au carré, c'est la somme de I égale 1 à P des H de I de ça. D'accord? Ok? C'est ce que je viens de voir juste au-dessus, d'accord? C'est la somme des coefficients, des modules des coefficients au carré. Combinaison linéaire finie, ceci est vrai. Du coup, ça là, c'est une suite croissante. Quand P augmente, juste on rajoute un terme, on rajoute le terme P plus 1, puis le terme P plus 2, puis le terme P plus 3, etc. Donc, ça, la norme de XP, pour P dans N, ça c'est une suite croissante. D'accord? Plus P augmente, plus vous ajoutez de termes, donc XP est une suite croissante, mais elle est normée, puisque quel que soit P, XP sera toujours plus petit que la norme de X, puisque pour obtenir X, il faut lui ajouter quelque chose. Suite croissante et bornée. Une suite croissante et bornée, c'est une suite de réels, hein, suite de nombres réels. Hein. Donc une suite croissante et bornée dans R, c'est une suite convergente. D'accord ? Vous ne pouvez pas croître tout le temps sans dépasser une certaine valeur, sans vous arrêter quelque part, enfin sans converger vers une certaine limite. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle est de Cauchy, et comme on est dans R qui est un espace complet, en fait, elle est convergente. D'accord ? Donc, norme de XP converge. C'est-à-dire que la série somme pour I égale 1 à l'infini de modules de H de EI X au carré converge. Ben voilà. Alors voilà presque. Donc on voit que ça, c'est une série convergente. Et maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'en fait, on aimerait bien qu'elle converge vers la norme de x au carré. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas garanti. On sait juste que ça va converger. Et ce qu'on voudrait vraiment pour être heureux, c'est-à-dire pour travailler avec un espace vectoriel infini, de dimension infinie, comme avec un espace vectoriel de dimension finie, ce serait que cette suite converge vers la norme de x. Alors, de manière générale, non. Mais dans un espace de Hilbert, pour une base de Hilbert, oui. Donc c'est ça même qui va caractériser les bases de Hilbert. Donc il est temps qu'on arrive... Oh là là. Bon. Il est temps qu'on arrive au grand 4, espace de Hilbert. Pardon, donc j'ai pas écrit l'inégalité de Bessel. L'inégalité de Bessel, c'est que elle est convergente et elle est inférieure ou égale à x au carré. D'accord ? Parce que chacun des xp carré est plus petit que x carré. Donc la limite quand p tend vers l'infini, on sait qu'elle existe cette limite, puisque c'est une suite croissante et bornée. Donc il existe une limite, et cette limite est plus petite que x au carré. Et on aimerait bien qu'elle soit égale à x au carré. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. Donc l'inégalité de Bessel, c'est ça. C'est ça. Donc si vous prenez les composantes de x sur chacun des vecteurs de votre famille, vous faites la somme des modules des composantes au carré. Si c'était un espace de dimension finie développé sur une base,
ça serait égal à la norme au carré. Dans un espace de dimension infinie, tout ce que vous pouvez dire là, c'est que ça converge et que c'est la série, c'est plus petit que la norme au carré. À quelles conditions ce sera égal à la norme au carré? Eh bien, à condition qu'on ait une base de Hilbert que je vais définir maintenant. Donc, espace de Hilbert. On a un quart d'heure pour les espaces de Hilbert. Premièrement, définition. Enfin, ceci dit, on a tout maintenant. Hein. Définition. Un espace pré-hilbertien donc ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein, donc c'est un C-espace vectoriel muni d'un produit hermitien. Donc un espace hilbertien qui est complet pour sa norme hermitienne. Est appelé espace de Hilbert. Monsieur David Hilbert, immensissime mathématicien, à cheval sur 1901. Donc, un espace de Hilbert, c'est juste un espace, comme on les a vus jusqu'à présent, un espace vectoriel avec une forme hermitienne, à laquelle on associe une norme hermitienne. La norme de x au carré égale h de xx. Et simplement, on veut que cet espace soit complet. Complet au sens où R est complet, c'est-à-dire au sens où toutes les suites de Cauchy convergent vers un élément de l'espace. Donc c'est juste ça, un espace de Hilbert. C'est un espace pré-hilbertien, mais complet au sens de sa norme hermitienne. Hein, puisqu'on a vu qu'un espace n'est pas complet en lui-même, ça dépend de la norme en question. Hein. On a vu un contre-exemple, un exemple de fonction continue, de l'espace des fonctions continues qui était complet pour une certaine norme, mais pas pour une autre. Bon. Bah ça, c'est ce qui est agréable pour faire de la physique quantique. On a envie d'une notion comme ça. Je ne vais pas m'étendre davantage. On va passer tout de suite aux bases de Hilbert. On dit aussi base hilbertienne. Alors, je vais vous rappeler ce qu'on voudrait. Qu'est-ce qu'on aimerait bien? Petit a, je ne sais pas comment appeler ça, l'objet de tous nos désirs. Voilà. L'objet de tous nos désirs, ce serait une famille libre dénombrable. On va se limiter au cas dénombrable. On voudrait une famille libre telle que quel que soit x dans l'espace, je vais le noter h à partir de maintenant, l'espace de Hilbert, h comme Hilbert. On voudrait pouvoir écrire que x, c'est la somme de i égale 1 à l'infini de h de EIX, EI, d'accord ? C'est-à-dire développer x sur la base, comme si c'était un développement standard en dimension finie, mais en faisant en prenant la série complète, en sommant sur l'infinité
des éléments de la base. On aimerait bien avoir ça. On aimerait bien aussi que le produit scalaire, donc ça, vous pouvez l'appeler x1 d'ici, c'est la composante de x sur le vecteur EI. On aimerait bien que le produit hermitien entre x et y, ce soit la somme de i égale 1 à l'infini de h de xi h de EIY, c'est-à-dire la somme de i égale 1 à l'infini de xi étoile yi, hein, avec les notations évidentes. Hein. Ce serait vraiment bien si on avait ça. Et puis du coup, ce serait bien si la norme de x au carré, enfin si on a ça, on a ce que j'écris là maintenant, ce soit simplement la somme de i égale 1 à l'infini de ça. C'est-à-dire somme de i égale 1 à l'infini des modules de xi carré. Avouez que ce serait sympa si on avait ça. Ça veut dire qu'on pourrait manipuler... Ouais, ce serait sympa. Bah ouais, on est d'accord. Ça veut dire qu'on pourrait manipuler cette famille-là comme une base standard en faisant ici une combinaison linéaire infinie. Ce qui n'existe pas normalement. Une combinaison linéaire, par définition, c'est fini parce que pour donner sens à une somme infinie, il faut une notion de convergence, etc. Bon, bah, tout ce qu'on a fait depuis le début consiste à arriver à ça, c'est-à-dire à rendre possible cette écriture, que ça ait un sens et que effectivement chaque vecteur puisse être représenté comme une combinaison linéaire infinie des vecteurs de base, avec pour chaque coefficient exactement le produit scalaire avec le vecteur de la base, donc comme dans le cas fini, et que le produit scalaire s'écrive exactement comme dans le cas fini, mais simplement on fait une somme infinie. Donc c'est comme si vous aviez, du coup, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez représenter chaque vecteur x comme un vecteur colonne avec x1, le produit scalaire sur le vecteur de base 1, x2, le produit scalaire sur le vecteur E2, x3, etc., xn, sauf qu'on ne s'arrête pas. On va jusqu'à l'infini. On a une espèce de vecteur colonne infini. Et puis donc vous avez x comme ça, vous avez y pareil, y1, y2, yn, et puis on ne s'arrête pas. Et le produit scalaire, c'est ça étoile fois ça, plus ça étoile fois ça, bref, comme si c'était des vecteurs dimension finie. Et la norme, c'est ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, jusqu'à l'infini, comme si on était en dimension finie. Donc ça, c'est notre rêve absolu, on est bien d'accord. Vous rêvez ça la nuit, j'en suis sûr. Bon. Alors, définition d'une base hilbertienne. Alors, on va construire ça, quelle heure est-il ? Oh, ça va, j'ai 8 minutes, c'est bon. Alors, je vais définir les sommes petit b. Ouais. On va définir les sommes partielles de Fourier. Alors évidemment, ça vous évoque déjà les séries de Fourier, j'imagine. En fait, les séries de Fourier, c'est un exemple particulier de développement sur une base d'un espace de Hilbert, sur une base hilbertienne en l'occurrence. Donc, soit le système orthonormé. Ah, j'ai oublié de dire que c'était orthonormé, la famille libre. Et orthonormé, pardon. Ajoutez ça. Bon, bref, on l'a perdu. Soit la famille orthonormée, EI, I dans n étoiles. J'aime pas E0, donc je mets dans n étoiles, mais enfin ça change rien.
Donc, on définit, alors, comme tout à l'heure, on définit l'espace vectoriel VP, le sous-espace vectoriel engendré par les P premiers vecteurs de cette famille orthonormée. D'accord ? Ça, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Et on définit la somme partielle de Fourier comme étant exactement la somme partielle. Donc ça, c'est la somme partielle de Fourier de rang P. C'est exactement le nombre xp qu'on a défini tout à l'heure. Ça va être donc la somme de I égale 1 AP de H de EIX, EI. D'accord ? Donc c'est le XP de tout à l'heure. Hein, je renomme un peu différemment. Ça s'appelle, et ça porte un nom, ça s'appelle la somme partielle de Fourier. Et ça, du coup, ça s'appelle le ième coefficient de Fourier. D'accord ? Alors, ce qu'on voudrait, on est d'accord, c'est que, je vais mettre idéalement, on voudrait que SP de x tende vers x quand P tend vers l'infini. Alors malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Par contre, on a un théorème important, c'est que la suite, donc pour toute x dans H, la suite SP de x pour P dans N, c'est une suite de Cauchy pour la norme hermitienne. OK ? Alors ce théorème, on va le démontrer, parce que ça prend 3 lignes, et que la démonstration est instructive. Donc on est d'accord qu'on veut montrer que c'est une suite de Cauchy, c'est-à-dire que quel que soit epsilon positif, il existe un certain rang grand N, tel que quel que soit P et Q plus grand que ce rang-là, alors la norme de SQ de x moins SP de x est plus petite que epsilon. Définition d'une suite de Cauchy, d'accord, hein, au sens de la norme hermitienne. Ceci est la norme hermitienne. Hein. C'est une suite de Cauchy si, au-delà d'un certain rang, enfin, on peut être, enfin, l'écart entre deux termes quelconques au-delà d'un certain rang est aussi petit qu'on veut. Bien. Eh bien, il suffit de considérer la norme de SP de x, c'est-à-dire de la somme partielle, c'était notre xp de tout à l'heure, donc cette norme, on la connaît, enfin, sa norme au carré, c'est simplement la somme, donc la somme de i égale 1 AP de, enfin, ce que j'ai écrit là, de h de ei x module au carré. Tiens, je vais prendre la racine. Ça, c'est la norme. Cette norme-là, vous m'accorderez qu'elle est plus petite que le terme P. Non, pardon. Elle est plus grande que le terme P. Elle est plus petite
que la limite, quand on tend vers l'infini, donc de I égale 1 à l'infini de N. Et ça, c'est l'inégalité de Bessel. On a montré, c'est encore au tableau, je ne sais plus où, on a montré que ça, c'est quelque chose qui converge et qui converge vers quelque chose qui est plus petit que x. D'accord ? Que la norme de x. Donc ça, c'est plus petit que la norme de x. OK ? Mais la suite SP de x, en norme, la suite norme de SP de x est croissante. Hein, puisque, à nouveau, à chaque fois si on passe à P plus 1, on va juste ajouter un terme h de E P plus 1 x module au carré. Donc, SP plus 1, norme de SP plus 1 de x est plus grand que norme de SP de x, etc. Donc, c'est une suite qui est croissante. Et elle est bornée, donc, puisqu'elle est plus petite que x. Donc, elle converge. Et donc, elle est de Cauchy. Donc, vous voyez ce qu'on a fait. L'astuce, c'est que on a une suite qui est une suite de vecteurs. SP de x, ça appartient à l'espace de Hilbert. C'est une certaine combinaison linéaire. Enfin, c'est cette combinaison linéaire des vecteurs de base, enfin, de notre famille. Donc ça, c'est une suite de vecteurs. Mais si je regarde la norme, je vois que à ce moment-là, j'ai une suite de nombres réels. Et cette suite de nombres réels, elle est croissante et elle converge, donc elle est de Cauchy. Et si elle est de Cauchy, je peux donc écrire la définition d'une suite de Cauchy. Qui est que, je vais mettre là juste en dessous, si elle est de Cauchy, donc je peux écrire que enfin, quel que soit epsilon, etc., pour cette suite-là. Mais maintenant, on a SQ de x moins SP de x en norme, ou en norme au carré, qui est égal à la somme de I égale P plus 1 à Q de H de EX module au carré. Je prends Q plus grand que P ici. D'accord ? Ça, c'est la somme partielle qui va jusqu'à Q. Ça, c'est la somme partielle qui va jusqu'à P. Si je fais l'un moins l'autre, je vais avoir simplement les éléments. Je vais avoir la somme de P plus 1 à Q de ces termes-là. Et donc, la norme de ça, c'est une combinaison linéaire finie. Donc, la norme, c'est simplement donné par ça. Or, ça, c'est égal... Ça, c'est égal à la norme de SQ de x au carré moins la norme de SP de x au carré, compte tenu de ce que valent les normes en question. Toutes ces sommes partielles, c'est ça l'idée des sommes partielles de Fourier, c'est que toutes ces sommes partielles sont juste des combinaisons linéaires finies des vecteurs, comme écrit là. Par conséquent, la norme, on sait la calculer. La norme au carré, c'est la somme des modules au carré de chacun des termes. Donc, on a ça et on a ça. Mais ça, ce qu'on vient de voir, c'est que ça, c'est une suite de Cauchy. D'accord ? Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un rang au-delà duquel, pour P et Q plus grand que ça, eh bien, ce truc-là est plus petit que epsilon. Et donc, il suffit de se mettre suffisamment loin pour P et Q pour avoir ça plus petit que epsilon. Et donc, il suffit de se mettre suffisamment loin pour P et Q pour avoir ça plus petit que epsilon. Et bien, c'est ça qu'on voulait démontrer. Ça veut dire que quel que soit epsilon, il suffit d'aller suffisamment loin. Et alors, pour tous les P et Q au-delà de ça, ce truc-là va être plus petit que epsilon. Ça, c'est de Cauchy.
Donc ça, c'est aussi de Cauchy, et c'est ça qu'on voulait montrer. La suite, la série, hein, c'est ce que j'ai écrit où? Là, là-haut. Évidemment, si le carré est plus petit qu'epsilon, le nombre est plus petit qu'epsilon, enfin d'un autre epsilon, mais on peut le mettre aussi petit qu'on veut, c'est ça l'idée. Oui. Pourquoi c'est pas juste entrer les deux normes? Parce que si on fait moins, Ah non, c'est moins parce que, c'est quoi ça? Ça, cette norme-là, c'est la somme de I égale 1 à Q, de H de EIX, ça. Et ça, c'est la somme de I égale 1 à P, de H de EIX, carré. Et donc là, Q est plus grand que P. Là-dedans, il y a tous ces termes-là, plus justement ceux-là. OK? Voilà. Donc la suite est de Cauchy. Or, on est dans un espace de Hilbert. Et comme elle est de Cauchy, elle converge. Par définition, l'espace de Hilbert, c'est un espace complet pour la norme. Donc si cette série-là, cette suite-là, cette suite de sommes partielles de Fourier est de Cauchy, alors elle converge. Donc SP de X converge dans H. Et maintenant, tout ce qu'on veut, donc ça y est, c'est acquis, on vient de démontrer qu'elle convergeait, et ce qu'on veut maintenant, c'est qu'elle converge tant qu'à faire vers X. Et donc, on appelle base de Hilbert une famille comme ceci, pour laquelle ce truc-là converge, on vient de montrer que c'est le cas pour n'importe laquelle des bases, mais pour laquelle ce truc-là converge vers X. Alors, on appelle ça une base de Hilbert. Si vous me donnez 2 minutes, j'écris cette définition. Non, vous ne me le donnez pas. Je pourrais le prendre quand même, mais faire un acte d'autorité terrible. Non, d'accord. Comme il y a encore 2-3 petites autres choses à dire, je vais en rester là. À mercredi prochain.